Chers amis, j'ai l'immense plaisir de retrouver Cornéla Gauthier qui va nous parler de son nouveau livre intitulé Décodons l'origine de nos maladies, hein, sous-titré pour mieux guérir. Et donc, toute la question est là. La maladie n'était que des messages. Dans tous les cas, vous commencez par une évidence, cher Cornélia, mais qu'il est essentiel de rappeler. La maladie est un résultat et non pas une cause. Et le gros Oui, problème, c'est que dans notre système, on s'intéresse peu aux causes, hein, qui pourtant sont là comme des bombes à retardement, qui des fois s'expriment tellement longtemps après, hein. mhm, En particulier c'est un des sujets majeurs, en fin de compte, que vous abordez dans votre livre, dans la notion d'abus, oui, puisque a priori, enfin, les chiffres que vous nous affirmez, je pense que vous avez raison, que les chiffres qui sont admis sont faux sur la notion d'abus. oui. Il faut peut-être déjà dire, juste faire une petite parenthèse, j'avais écrit en 2008 un livre, Sommes-nous tous des abusés, et qui est toujours, qu'on peut toujours d'ailleurs acheter, hein, il est toujours accessible, où je décrivais qu'il y avait en fait trois formes d'abus différents. Évidemment, quand on dit abus, on pense tout de suite aux abus sexuels, mais il y a les abus maltraitance. Il y a les gens, les enfants et les femmes battues, et puis il y a surtout les abus émotionnels. Et ça, c'est compliqué parce qu'avec les abus émotionnels, vu qu'il n'y a pas un phénomène identifiable, on ne sait pas de quoi on doit se plaindre à qui. Enfin, on n'arrive pas à mettre vraiment un terme sur l'abus émotionnel, mais en fait, c'est très, très, très fréquent aussi. Donc, juste savoir que abus, si on regarde la page de couverture de mon livre sur Sommes-nous tous des abusés, on voit que c'est un puzzle et qu'en fait, l'abus, c'est un certain nombre de pièces de puzzle qu'il faut arriver à mettre ensemble pour que ça donne une cohérence. Voilà, donc c'est juste ça les abus. Voilà, puis Après, avec les abus sexuels et les abus physiques, on va alors enregistrer donc une mémoire du corps. Donc c'est ça un peu dont je parle dans ce livre-là. voilà, et ce dont vous parlez aussi, c'est que le corps, lui, il a le désir de parler. Il est obligé. Il est obligé de parler, hein. Mais Et le corps, le le problème, c'est qu'on ne corps l'écoute pas d'abord, toujours. le corps d'abord, il est fait pour être en bonne santé. Que j'ai commencé par dire ça. C'est complètement un miracle quotidien d'avoir ces milliards et des milliards et des milliards de cellules qui travaillent toutes de concert et de manière impeccable pendant des années. C'est complètement incroyable. Et le corps, il est fait pour être en bonne santé et pour fonctionner. Euh, Quand il dysfonctionne, c'est parce qu'il n'a pas reçu les bonnes informations. Donc, lui, comme il ne peut pas réfléchir, ben, il met en scène ce qu'il a reçu comme information. Et donc, là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations perturbantes, euh, effectivement, au travers des abus, parce que ça commence la plupart du temps quand même dans l'enfance. Et que l'enfant, face à l'adulte, il est complètement impuissant, déjà à mettre des mots sur des mots, à avoir des systèmes de comparaison pour voir que c'est pas normal. Et puis après, il y a l'omerta, donc la loi du silence, parce que la plupart du temps, ça se passe quand même dans les familles, donc ça s'appelle de l'inceste. Et puis alors là, c'est absolument impossible de dénoncer le père, le grand-père, l'oncle, Ah, et etc., parce que ce puis, sont quand même souvent des hommes. parfois aussi, le déni s'en mêle. Oui, bien sûr. Le déni est une réaction psychologique de protection. Parce que quand on voit qu'on peut pas, ben, on va mettre un déni et donc ça permet de souffrir moins. Il faut bien comprendre. Donc, quelque part, c'est un bon système pour souffrir moins, mais alors, par contre, le corps, lui, il a enregistré le truc, il l'oublie pas. Et c'est pour ça que oui, qu'il ne demande qu'à parler, mais le problème, c'est que souvent, il rencontre peu d'écoute. Ben oui, c'est-à-dire que qui c'est qui écoute le corps? Alors déjà, savoir qu'on nous a appris depuis tout petit à ne pas s'écouter, donc on est, On nous l'a on est répété déjà souvent. mal barré.
Il faut pas trop On est déjà mal s'écouter, barré. hein? Il faut pas trop Alors que s'écouter. quand on a un problème, on prend une aspirine, on regarde une Voilà. série, on se dit ça va Voilà. passer, machin. Et donc, le corps, il est obligé de dire les choses de plus en plus fortes. Après, les gens souvent tardent à les consulter. On va quand même dire qu'il y a quelques personnes qui ont consulté et que les médecins n'ont rien compris. Donc, on va quand même dire qu'il y a des gens qui ont consulté et ils n'ont pas eu l'oreille médicale. Oui, Mais après, cette notion de savoir écouter, elle est fondamentale. ben oui, c'est ça. Et après, savoir interpréter, parce qu'en en fait, le corps, il parle de manière extrêmement simple. Il ne vous fait pas des raisonnements hyper intellectuels. Lui, il est dans la matière, dans ici et maintenant, etc. Et il faut savoir qu'il a un langage du style d'un enfant de 7 ans, à peu près. C'est-à-dire, il dit, j'ai mal, je peux pas avaler, J'ai une je peux pas angine, digérer, j'en ai plein le dos, j'ai la tête qui explose. on Enfin, est plein de il dos, dit c'est des de choses l'impago. simples. Bon, c'est pas toujours aussi Ouais, simple et caricatural, mais voilà, donc il néanmoins, dit des il y a choses beaucoup simples, mais d'exemples. en fait, les gens, ils comprennent pas. Il y a une incompréhension, il faut qu'il y ait un traducteur qui dise, mais votre corps, il dit ça. Alors moi, ça m'arrive tout le temps hein, dans mes consultations médicales. Bon, bah, on s'occupe de la brûlure d'estomac, ok, donc on va voir, bon, il y a peut-être un ulcère, etc. Peut-être qu'il faut donner un anti-ulcéreux pendant quelque temps. Mais après, on dit, ok, il y a un ulcère. Mais c'est quoi que vous pouvez pas digérer? Et au moment où on pose cette question, les gens nous répondent tout de suite. Ils disent, c'est ma belle-mère, c'est le chef. Et ça, il suffit de Oui. poser la question simple et les gens y répondent tout de suite. Mais c'est ce que le médecin ne fait jamais, puisque nous n'avons pas été éduqués comme ça, enfin enseignés, je veux dire, nous n'avons pas été enseignés Voilà, ce qui à fait ça. Nous avons, qu'après, globalement, le monde médical n'a pas la capacité à écouter les émotions. non, c'est-à-dire, on n'est pas formé pour Voilà, ça. voilà. Donc, en fait, nous, on nous a, enfin, vous savez, Christian, on a On fait les mêmes cherche études. Voilà. on cherche une solution rapide pour le symptôme et voilà. C'est-à-dire, on prend les symptômes. D'accord. Il y a ci, il y a ça, il y a ça, ça, ça. On fait des examens de sang, des examens radiologiques. Après, on met tout ensemble. Puis, on dit, par exemple, bah, tout ça ensemble, ça fait un cancer. Voilà. OK, ça fait un cancer. Donc, on part de la base, réflexion, cancer. Alors après, on se dit, on va faire quoi avec ce cancer? Alors, faut faire, et puis on va ébaucher une théorie. Mais c'est juste quelque part. Mais après, à un certain moment, il va falloir se dire, mais pourquoi il y a un cancer? Ça n'arrive jamais en médecine, d'accord? Voilà. Donc, on n'a pas été enseigné ce genre de questions. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait que Alors la après, grenade. évidemment, il y a tout qui va de travers parce que on fait du traitement symptomatique et puis ça va se déplacer tout le temps. Et en fait, ça va pas résoudre. Alors, je dis surtout pas, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, à tous les gens qui écoutent, je ne dis jamais qu'il faut arrêter les traitements. D'accord? Si vous avez un traitement, il faut le Bien sûr, prendre. bien sûr. Et, Mais et en fait, si vous voulez l'arrêter, vous allez en parler avec votre médecin. Moi, je dis jamais, jamais qu'il faut arrêter le traitement. Je pense que les traitements peuvent être très importants. Mais à part ça, à part ce que le médecin va pouvoir vous amener, il va falloir poser la question sur les causes qui ont fait ce résultat. voilà, Hein, parce qu'est-ce que je qui dis, fait voilà, que la maladie est un pardon, résultat. Cornelia, la question c'est qu'est-ce qui fait que la grenade s'est dégoupillée, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Et c'est souvent multifactoriel. Voilà. Quand il y a une seule cause, c'est assez simple. Bon, bah ça, c'est par exemple quand il y a un accident, un truc, voilà. Euh, voilà, on va assez rapidement comprendre, on va assez rapidement pouvoir le traiter. Mais quand c'est dans un contexte justement abusif, il y a toutes sortes de situations pendant l'enfance, on a eu le temps d'en cumuler, de les avaler de travers, de pas savoir qu'en faire, de devoir se taire, d'être dans le déni, etc. Bah, voilà. Et donc, le corps, bah, il enregistre encore et encore et encore, encore, pour finir, il va finir par lâcher. Voilà. Puis il y a aussi les abus dirigés contre soi-même. Ouais. Oui, alors ça, parce que en fait, s'il faut, oui, c'est bien de dire, Christian, ça, ce sont mes patients alcooliques qui m'ont appris ça parce que quand j'étais à l'hôpital, j'étais Madame Alcool. Et tous les alcooliques de Genève débarquaient chez moi, donc à l'hôpital.
parce que j'étais le médecin de l'alcoolologie. Vous Et avez, pardon Cornélia, d'ailleurs, vous oui, avez une histoire tout à fait amusante, une anecdote là dans votre livre qui fait que par rapport à un patient qui avait un délirium très mince, l'appel du psychiatre vous a décidé à devenir une femme de terrain, si vous pouvez le raconter. vous voulez, oui, Oui. alors, ok, je reviendrai après. Oui, oui, alors bon, il faut savoir que moi, d'abord, au départ, je voulais être psychologue. Donc ça, c'était mon départ. Et puis après, j'ai compris en Suisse, en tout cas, je sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, le psychologue, il n'a pas beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire, notamment, s'il faut prescrire un traitement, ben, il peut pas. Non, Il il va peut pas. devoir passer par un psychiatre parce que le psychiatre, il est médecin. Alors, moi, comme je suis très indépendante, je me suis dit, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Donc, je vais faire médecine. Donc, je vais faire médecine. Donc, j'ai fait médecine pour devenir psychiatre. D'accord? Et donc, ben, pendant mes années de médecine, on fait tous le même cursus. Donc, voilà, il y a eu des stages en psychiatrie, euh, des conférences de psychiatrie, des machins, tout ça. Moi, je me disais toujours, c'est sûr que des fois, je me demandais qui était plus fou entre le patient et le médecin. Donc, ça commençait à devenir un peu un problème. Donc, j'hésitais. Hein. Je disais, ouais, non, mais moi, toujours tout psychanalyser chaque truc, et puis toujours, puis rien faire finalement, parce que les psychiatres sont pas capables d'agir dans l'urgence. Donc, moi, je suis une femme de terrain, donc je n'étais déjà pas très bien que ça. Mais après, pendant ma formation post-graduée, donc là, j'avais déjà mon diplôme. En Suisse, on doit faire 5 ans post-grade à l'hôpital. Donc, j'étais dans un service de chirurgie et je tenais à bout de bras tout le service de chirurgie, donc avec 22 ou 23 patients avec des tubes partout, enfin voilà, en post-opératoire, puis post-chirurgical. Et là, il y a un patient vraiment qui pète un câble, on peut dire comme ça, et il commence à arracher tous ses tuyaux partout, machin, il se lève, il va essayer de faire une chose ailleurs. Et donc, moi, je suis démunie, comme je ne sais pas quoi faire avec cet homme. Je me suis dit, mais une crise de paranoïa, après j'ai compris que c'était un délirium. Mais je me suis dit, mais je vais appeler le psychiatre de garde, parce qu'à l'hôpital cantonal, on a un psychiatre de garde. Je lui téléphone, je lui dis, mais viens tout de suite, j'ai un mec qui est bien fou. Et il me dit, qu'est-ce que tu ressens? Alors là, j'ai dit, écoute, je sens que ça m'énerve profondément. Et tu vas t'empêcher de venir ici. Et je me suis dit, non, psychiatrie, c'est pas possible. Après, bon, parce que moi, j'aime beaucoup le côté psy. Ça m'intéresse énormément avec justement les émotions. Je me suis retrouvée en fait en service d'alcoolologie. Donc, je me suis retrouvée dans le psy, mais du terrain. Hein, parce que les gens, ils picolent, ils boivent, ils font des crises de sevrage, enfin tout ça. Et donc là, je me suis vraiment posé des questions fondamentales parce que bon, j'avais beaucoup, 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 des centaines de patients hein, qui faisaient tous toujours la même chose, c'est-à-dire ils rechutaient constamment. On mettait tout en place pour que ça aille mieux, ils rechutaient. Mais je disais, mais c'est quoi le truc? Et c'est à ce moment-là que je suis entrée dans le domaine des abus par ma formation psychosomatique, par un stage particulier, etc. Et que j'ai commencé à me rendre compte que l'abus, c'est une énergie négative qu'on dirige contre quelqu'un, mais c'est aussi une énergie négative qu'on reçoit de quelqu'un. Donc, ça m'a permis de donner une définition sur c'est quoi l'abus, parce que dans le dictionnaire, c'était juste écrit abus égale usage excessif de quelque chose. Je dis, bon, ben voilà, ça nous parle du geste abusif, mais ça ne nous parle pas de la victime qui reçoit cette énergie négative. Donc, j'ai dû créer une définition et j'ai dit que l'abus, c'est un dépassement en manque de limite. Le dépassement étant le fait de l'abuseur, le manque de limite étant le fait de la victime, mais en fait, c'est les deux faces de la même médaille. Donc, ça m'a permis de comprendre que mes patients alcooliques qui rechutaient tout le temps, en fait, ils avaient un système abusif, ils avaient reçu des abus graves. De toute façon, toute leur histoire le raconte, hein, et en fait, avec cette énergie négative qu'ils ont reçue,
que normalement, ils devraient pouvoir la renvoyer parce que c'est comme ça que ça devrait se faire, mais c'est pas possible dans un contexte d'enfants avec des adultes. Donc, en fait, ils ont enregistré cette énergie négative, mais ils savent pas qu'en faire. L'énergie ne peut pas s'évaporer, c'est intégré dans la mémoire du corps, et du moment qu'ils peuvent pas faire comme ça, ils font comme ça. Et donc, ils retournent cette Contre-main. énergie négative contre eux-mêmes. Et donc, c'est un acte manqué, répété tout le temps, qui dit, j'ai un problème d'abus. Et comme personne ne comprend, ni le médecin, ni le patient, ben, ça recommence tout le temps. La personne se trompe d'ennemi. Voilà. Après, il n'y a pas que l'alcool, hein, parce que j'explique les différentes formes d'abus contre soi, la Il première y a la étant la malbouffe nourriture. aussi, hein. Hein. Il y a- et ça rend vraiment les gens très malades, hein, qui mangent, qui mangent, qui mangent, qui mangent, ils font des syndromes métaboliques. Il y a quand même un tiers à peu près des gens qui vont mourir d'avoir trop mangé. D'ailleurs, On le sait, il faut pas, mais on le fait quand même. C'est cette énergie qu'on peut pas gérer, qui met en scène toujours, j'ai un problème d'abus. d'ailleurs, vous Donc parlez. moi, quand j'ai mes patients qui arrivent avec des symptomatologies comme ça, donc je les écoute, parce que 50% de la thérapie, elle se fait par la vraie écoute. Voilà. Et pas couper la parole toutes les 5 minutes, les gens les écouter. Et après, je pose carrément la question. Je dis, est-ce que vous avez subi des abus? La plupart du temps, c'est comme ça. Je dis, c'est parce que votre comportement me comprend que possiblement vous avez subi des abus et que vous n'avez pas conscience de ça. Est-ce que vous avez subi des abus? Et là, à peu près tout le monde dit oui. Vous parlez d'un syndrome, par contre, dont je n'ai jamais entendu parler, le syndrome de Pica. Ah ouais, ça c'est terrible. Mais il y en a pas mal, hein. Le syndrome de Pica, c'est vraiment l'abus dirigé contre soi-même, mais alors à l'extrême. Euh, Parce que, mais il faut le savoir, parce que les gens qui souffrent de ça sont extrêmement malheureux, ne savent pas quoi faire avec ça, ils cachent, évidemment. Le syndrome de Pica, c'est pas seulement de consommer un produit qui peut temporairement faire du bien, comme de l'alcool qui peut nous enivrer un petit moment, ou une tarte à la crème qui va nous faire un plaisir gustatif. Le syndrome de Pica, c'est de manger des produits non comestibles, c'est-à-dire de, de manger de la terre, du sable, des bouts de bois, du papier de toilette, des éponges, enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Et c'est complètement compulsif. Ils ne peuvent rien faire. Après, ça, ça finit en général sur une table d'opération. Par contre, dans les maladies auto-immunes, là, il n'y a pas de trouble du comportement. Non, voilà. Alors ça, c'est les maladies auto-immunes aussi en médecine, tout le monde se dit ils n'ont pas de chance, quoi. Voilà. La maladie auto-immune, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que notre système immunitaire a reçu à un certain moment une fausse information qui est la plupart du temps d'ordre psychologique et émotionnel. Quand on travaille là-dessus avec les gens, ben, on finit par trouver les causes. Hein. C'est pas toujours tout de suite, mais en fait, c'est vraiment l'abus dirigé contre soi, euh, totalement inconscient, mais totalement inconscient. Et ces gens n'ont aucun trouble du comportement. C'est uniquement, ça se produit au niveau somatique. Le système, tout à coup, est déréglé. Il va décider que, par exemple, le pancréas, il faut le détruire. C'est un corps étranger, il faut détruire le pancréas. Et donc, ils vont finir par avoir des problèmes diabétiques type 1, où tous les îlots de Langerhans vont être détruits les uns après les autres, et où finalement, ce pancréas ne sera plus capable de sécréter la moindre goutte d'insuline. On a aussi beaucoup ça avec les thyroïdites, hein. C'est assez fréquent avec les thyroïdites. Après, ça peut être sur plein d'organes. Et donc là, c'est un processus totalement inconscient, mais qui va complètement détruire un organe.
Voilà. Les accidents personnels aussi peuvent avoir une cause émotionnelle. Les accidents, quoi? Personnelle. Ouais, oui, oui, bien sûr. Parce que, bien sûr que si vous êtes dans un crash d'avion, ben voilà, il y a un accident, mais c'est pas obligatoirement vous qui êtes en cause. Par contre, effectivement, vous pouvez avoir des accidents euh, où une partie de vous n'est pas présente. Alors, ça peut être plus ou moins important ou accidentel, occasionnel, mais par exemple, si un jour vous manquez une marche dans votre escalier que vous prenez absolument tous les jours, votre corps, il sait très bien où sont les marches. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc, si vous ratez la marche, c'est qu'il y a eu un moment de dissociation complète où vous êtes carrément sorti du schéma du corps. Et donc, ça peut être sur des causes émotionnelles qui font disjoncter à un certain moment et on n'est plus en contact. Alors C'est là, on rate la marche qu'on connaît, on se prend la porte qu'on connaît, etc. Mais bon, ça peut aller plus loin, hein. On peut effectivement alors entrer dans des troubles du comportement, par exemple avec les gens qui ont des recherches d'ivresse de la vitesse, par exemple, qui vont dans des situations extrêmes et se mettent vraiment gravement en danger. Donc voilà, dans tous tout les ça, cas, c'est vraiment. dans tous les cas, ça signe que l'équilibre intérieur est rompu. Hein? Oui, complètement. Voilà, je vous laisse poser. Vous parlez aussi, chose tout à fait intéressante, des maladies inconscientes rétrocausales. Alors, Ouais, ouais. Ça nous ramène à notre livre précédent, hein. oui, J'avais écrit il y a 2 ans un livre sur les synchronicités, donc où je m'étais guérie grâce aux travaux de Romuald Le Terrier et Philippe Guimand. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais rajouter Wayne Dyer, qui est mon maître spirituel. Je suis juste en train de le relire, au moins pour la quatrième fois, qui avait déjà parlé de tout ça bien avant, mais qui n'avait pas pu mettre les termes dessus parce que et qui a notamment écrit Le pouvoir de l'intention. Donc c'est vraiment aussi un livre à lire. J'avais lu Wayne Dyer longtemps avant Romuald Le Terrier et Philippe Guillemot, mais oui, à un c'est vieux, certain je crois moment, même que ça... je l'ai dans mon dos par là. Ah, vous l'avez carrément. Oui. Ouais, voilà. Mais bon, on le trouve partout. Il y a aussi son livre où il raconte toute sa vie. C'est justement celui que je suis en N'importe, train oui. de, de, de lire maintenant. Tout est clair maintenant. Voilà, mais il avait déjà C'est mis, I can see clearly now. il Mais avait tout est clair. déjà Et mis ça, en évidence l'idée que le futur gouvernait le présent. oui. Alors justement, lui, bien avant qu'on entende Romuald et Philippe Guimond là-dessus, lui, il le dit par ses expériences et il raconte. Donc, ce livre, tout est clair maintenant, mais je vous propose vraiment de le lire parce qu'on a vraiment tout le parcours qu'il a fait depuis l'orphelinat jusqu'à devenir un professeur de psycho et puis après devenir un enseignant spirituel, etc. Et comment il a découvert le pouvoir de la pensée et comment il s'est adapté à ça. Donc voilà. Donc pour revenir à la question sur les maladies rétrocausales, eh bien, effectivement, ça met en scène le pouvoir créateur de la pensée, quelle qu'elle soit. Là, j'ai juste envie de vous raconter euh, une expérience, enfin un témoignage. J'ai entendu ça il y a un mois. Donc, un témoignage d'un jeune père de famille, 35 ans à peu près, qui a la maladie de Charcot. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est dramatique, quoi. C'est une lésion, c'est une maladie dégénérative de la moelle épinière qui fait que les muscles ne reçoivent plus les impulsions nerveuses suffisantes et que les gens qui ont la maladie de Charcot, ben, ils se paralysent progressivement, commencer par les jambes, les mains, tout ça, mais ça finit par paralyser la déglutition et aussi les muscles inspiratoires et respiratoires.
Et ces gens finissent par mourir d'insuffisance respiratoire parce que leurs propres muscles inspiratoires, et notamment le diaphragme, ne fonctionnent plus. C'est c'est une maladie, mais dramatique. Elle dure 2 ans, 3 ans maximum. Et donc, ce jeune père a voulu faire cette émission pour pouvoir laisser un témoignage vivant à ses enfants qui avaient 3 ans à 5 ans, quelque chose comme ça, et que ils puissent le voir comme il était quand ils étaient petits, et qu'ils ils puissent garder cette image-là du père, parce qu'à la fin, il n'y a plus personne, quoi. Et c'était extrêmement touchant, tout ce témoignage qui a duré à peu près 1 heure. Et à la fin, il a dit, depuis que j'étais petit, depuis 2 ans, 2 ans et demi, j'ai toujours eu peur de mourir étouffé. Eh ben, euh, possiblement, il n'en a jamais parlé à qui que ce soit, parce que là, peut-être, on aurait pu élaborer, et il a eu cette pensée tout le temps, j'ai peur d'étouffer, j'ai peur d'étouffer, j'ai peur d'étouffer. Pendant 30 ans, eh ben, à la fin, le corps, il déclenche la maladie qui fait qu'il va étouffer. Donc ça, c'est nettement, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein d'exemples comme Avec ça les de cancers. profils. J'ai eu l'autre jour une jeune femme qui est venue pour un cancer terminal du côlon à 42 ans. Et puis là aussi, on a parlé, elle m'a dit, mais j'ai toujours eu peur d'avoir le cancer. Donc en fait, il y a ces peurs inconscientes, elles sont néanmoins complètement actives. Elle se Et transforme en quand on parle de prophétie. faire de la... Pardon? Elle se transforme en prophétie. Oui, voilà, c'est des autoprophéties. Euh, et en fait, que la pensée soit consciente ou inconsciente, quand elle est répétée tout le temps, elle finit par se manifester. Donc, il faut le comprendre, c'est le pouvoir créateur de la pensée. Si vous avez une seule fois pensé dans votre vie, j'ai peur d'étouffer, ben, ça ne va pas faire une maladie de Charcot. Si c'est tous les jours, tout le temps, et que ça n'a pas pu être entendu, que ça n'a pas pu être traité, que ça n'a pas pu être élaboré, de voir sur quoi ça, ben, ça se manifeste. Donc, en fait, la rétrocausalité, elle peut être consciente, comme avec ce que je propose dans mes ateliers, où on dit, bon, voilà, on va choisir, on va mettre un objectif. On veut obtenir ceci, cela dans 2 ou 3 ans, et en fait, tout ce qu'il faut pour aller là. Donc, c'est un peu ce que Philippe Guimont appelle le nouveau futur, hein, par rapport à l'ancien futur, où on se laisserait balader par les choses de la vie. Euh, quand justement on ne fait pas une, une rétrocausalité consciente, on est dans la rétrocausalité inconsciente, qui est tout aussi puissante, même un peu pire, parce que justement, il n'y a rien qui contrôle et que ça va se manifester aussi. Parce que nous projetons dans le futur, si nous ne faisons pas attention, nous projetons que du négatif, parce que c'est le mental. Le Et moteur est avant tout la peur. le mental fonctionne que négatif, d'accord? Voilà. Il faut savoir que le mental, il fait partie de notre système de survie. Donc, on a différents systèmes de survie, mais le mental, il est toujours là, en train de nous créer les scénarios les pires pour nous permettre de les éviter. Mais le problème, c'est que si on ne gère pas ça, eh ben, on y pense tout le temps. C'est les 70 000 pensées par jour qui servent à rien. Et donc, ça finit par se concrétiser. Donc, il faut bien aussi savoir qu'il y a des maladies qui se créent par la pensée à force de le répéter en pensée tous les jours. En fin de compte, on est un petit peu comme Monsieur Jourdain, de la rétrocausalité, on en fait tout le temps. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Et Ouais, donc, apprenons à la faire à notre avantage, justement, avec cette belle loi de l'intention, hein. ouais, ouais, c'est ça. C'est ce qu'a C'est bien vraiment... expliqué Wayne Dyer, justement. Oui, il y a Ouais, 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 peut-être même mais... 30 ans qu'il a dit ça, hein. Oh, plus que ça, Plus que plus ça, que ça, peut-être, oui. plus que Plus que ça. ça, oui. C'était dans les années 70, Mais donc vous peut-être voyez, même, oui. ça va faire Oui, oui, 50 quelques. oui. Non, non, mais il est venu avant. Après, on est beaucoup parti sur l'aspect technique, technologique avec Philippe Guillemot, que je remercie parce que moi, j'ai tout compris avec Philippe Guillemot, avec Romuald Le Terrier qui m'a donné une idée, mais Wayne, il avait déjà raconté tout ça bien avant. Donc, je sais pas comment il a fait, mais il s'est entièrement construit et on voit qu'il il se trouve
régulièrement à devoir faire des choix, notamment par rapport à ses livres. On veut toujours lui faire écrire un truc qu'il veut pas, etc. Donc, il doit tout le temps choisir. Et il dit non, je vais pas prendre ça, je vais faire ça et je vais y arriver. Voilà, Et il a vendu des millions et des voilà, millions et des millions de livres, donc avec 47 traductions, rendez compte, en fait, dans tous les pays du monde, voilà, mais uniquement par son, sa destination intention à chaque fois. Moi, je veux ça voilà, et j'obtiens ça. il sélectionne un futur par une Ouais. intention, par une intention. Il avait notamment, quand il venait, je crois que c'est, parce qu'à un certain moment, il était obligé de sortir parce qu'il était professeur de psychologie à New York, hein. À un certain moment, il était obligé de sortir de là parce qu'ils étaient plus d'accord qu'il fasse des livres de vulgarisation. Il lui disait, vous êtes un professeur d'université, on ne peut pas faire des livres de vulgarisation. Mais il a dit, mais moi, je vais parler au grand public, je ne vais pas parler à trois universitaires, j'ai déjà fait ça pendant longtemps. Donc, en fait, à un certain moment, il s'est dit, qu'il devait quitter et comment il allait faire pour se faire connaître. Et il a vu un, euh, une émission vraiment large public, à grande écoute, qui s'appelait Tonight Show. Et il a dit, mais moi, je veux aller à Tonight Show, quoi. Et en fait, c'était tellement, il faut que je passe par ces grands médias pour que tout le monde puisse entendre parler et tout ça. Et il avait ça. Et donc, d'abord, il a essayé, ça n'a pas marché. Après, enfin, il y a eu deux, trois trucs, hein, parce que c'est jamais l'autoroute, mais il a fini par arriver finalement à ce Tonight Show. Donc, euh, ils l'ont interviewé. Et puis, à la fin, ils n'ont pas passé l'interview. Et mais le lendemain, ils ont dit, bon, écoutez, on n'a pas pu passer l'interview, du coup, on va faire une avec vous, etc. Et à la fin, il a passé trois fois dans ce Tonight Show en une semaine à force de dire non, mais moi, je veux absolument ça. Donc, il y a un pouvoir créateur qui est extraordinaire, mais on le sous-estime. Voilà, il est resté fidèle à son intention. Oui. Voilà, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que quand on dit que l'on espère aller mieux plus tard, bah, c'est pas la meilleure stratégie. Alors, Hein. parce que l'espoir, en fait, c'est le futur qui nous échappe. Voilà, on le Ça n'arrive repousse jamais, toujours. hein. Et voilà, Dès qu'on espère, ben, c'est qu'on doute. Donc, on pense que c'est pas possible, on espère que c'est possible. Et donc, là, ça va jamais marcher. Et il faut être absolument affirmatif, hein. Il faut faire, en fait, ce que j'ai moi découvert aussi et que je témoigne dans mon livre précédent, il faut aller dans le futur, il faut parler au futur, donc on se met vraiment dans une date future, et là, on y parle au présent. Et il n'y a pas, des fois, je dis dans les Zooms, là, parce que je fais des Zooms avec les gens qui achètent mes ateliers, je dis, il y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est ça, c'est tout. Parce que si vous dites, je veux un peu ci, je veux un peu, si ça va pas, je fais ça, si ça va pas, je fais ça, ben, ouais. vous arrivez nulle part. C'est comme L'uni- ça que j'ai fait, par exemple, par rapport à publier chez Très Daniel. Moi, je voulais absolument Très Daniel parce qu'il y a la science et la spiritualité. Moi, j'avais besoin d'avoir les deux. Donc, je voulais aller chez Très Daniel. Mais ça n'a jamais été aussi facile que ça. Quelle horreur. Mais en fait, je savais que si le plan A, c'était très Daniel, j'allais envoyer mon manuscrit euh, à d'autres éditeurs parce que j'allais tellement diluer tous mes options et j'allais recevoir aucune réponse. Donc, je me suis dit, non, non, c'est que je n'ai envoyé qu'à très Daniel. Je me suis dit, c'est vraiment si un jour Très Daniel me dit non, je dirais bon, alors, ok, donc maintenant je vais envoyer à qui? Mais je savais très bien qu'il fallait pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. Et donc pour la bonne santé, c'est la même chose. Voilà, D'accord? il faut C'est le même choisir la principe. cible. Il faut choisir la cible. Hein. Ouais, Par contre, parce que je partage ce que j'écris souvent aussi, c'est qu'il faut pas non plus perdre son temps sur le quand et le comment. voilà. Par- Ça La je reviens clarté. encore une fois.
Ouais, je reviens encore une fois à une question justement qui m'arrive souvent pendant les Zooms, mais finalement, il y a combien d'étapes? Je dis, il y en a deux. Il y a le départ et il y a l'arrivée. Parce que entre deux, quand, comment, tout ça, on ne sait pas justement, parce que si on savait, ben, on n'aurait pas ce problème. Et notre mental, parce que si on savait, c'est notre mental, et notre mental, en fait, il sait très peu de choses, il sait C'est juste ce qu'il limité. a appris, tout ça. Donc, en fait, ce qu'il y a de fabuleux avec la rétrocausalité, c'est qu'on met cet objectif dans 2 ans ou 3 ans, parce qu'il y a besoin du délai, hein, ça c'est très, très important, le délai. Dans 2 ou 3 ans, je veux ça. Et donc, on ne sait pas comment on va y arriver et par quels moyens. Et c'est là que c'est extraordinaire, c'est que on se laisse guider par les synchronicités. Voilà. Qui sont envoyées par le futur. Voilà. Et c'est ça qui est exceptionnel. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est juste génial. Donc, en fait, il faut suivre les synchronicités, mais souvent, on ne les suit pas parce qu'on ne voulait pas faire comme ça. On force, on bloque, et puis voilà, ça, donc ça ne marche pas. Alors, voilà. Mais il faut savoir que quand on a vraiment un objectif et qu'on suit les synchronicités, il va nous y amener, moyennant beaucoup de choses à régler. Et c'est comme ça avec justement la santé. Si vous tombez malade, et comme on l'a dit, c'est un résultat de plein de choses qui vont pas, il va falloir régler tous les problèmes qui ont fait qu'on est tombé malade. Si on en règle que la moitié, on reste malade. Si on en règle que 90%, on reste malade. Donc, en fait, c'est là le challenge, c'est là le défi, c'est ça qui est compliqué. Parce que tant qu'il y a un système qui dysfonctionne, ben, il va tout le temps faire dysfonctionner les autres. Donc, comment on peut savoir quelles sont toutes les causes? Eh ben, ça va être justement via les synchronicités qui vont nous guider, qui vont nous faire comprendre tel truc, qui vont nous faire faire telle lecture, qui vont nous faire rencontrer telle personne, enfin, etc., etc. Elles agissent à la manière d'un GPS. Voilà, il faut vraiment nettoyer tout notre système émotionnel, j'avais presque dire informationnel, parce qu'il y a aussi toutes les croyances. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nettoyer qui ont fait que pour finir, on est tombé malade. Et ça, il va falloir tout remettre à zéro, et c'est donc un gros travail. En principe, il y a toujours des croyances derrière, ça c'est une certitude. Oui, oui, Et puis, il y a quelque chose auquel vous faites allusion, mais qui est bien juste aussi, c'est par rapport aux praticiens, il y a l'influence de la vibration du praticien aussi. oui. Ça compte beaucoup, Ah ouais, complètement, hein, c'est énorme et complètement. c'est souvent quelque Oui, chose oui, qu'on n'entend pas en fin de compte, mais c'est une certitude, hein. On a oui. plus de chances de guérison avec un praticien qui a la certitude de son diagnostic et qui croit en notre guérison, hein, Oui, oui, c'est ça. Mais alors déjà, oui, la vibration, mais ne serait-ce que les mots qu'il va choisir. bien sûr. Euh, moi, je fais très, très attention quand je suis dans mes séances de thérapie. J'ai toujours un quart de seconde d'avance pour écouter ce que je vais dire. Et souvent, à la dernière fraction de seconde, je change le mot parce que c'est très, très important, le mot qu'on dit, qui va avoir un impact. Ne serait-ce que disant, bah, écoutez, on va essayer ce traitement. Alors déjà, on a dit que ça marche pas avant, avant d'avoir commencé. C'est pas la Sachez, meilleure c'est formule, tout oui. le temps, les gens parlent comme ça. D'accord? Mais après, il y a aussi les vibrations. Ou l'expérience du thérapeute qui a déjà remarqué qu'avec tel traitement, ça marche bien, etc. Donc, il est déjà un peu convaincu. Ça a été pas mal testé sur les effets placebo, où on voit que l'effet placebo est plus important quand le médecin ou l'infirmière même y croit. Parce qu'à l'inverse, il peut y avoir un effet nocebo aussi. Ah bah ouais, ben, bien sûr, toujours. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, donc c'est dans cette rétrocausalité, on parle à la première personne Oui, au présent, hein. la première personne au présent, dans le futur. Voilà, c'est ce que vous racontiez dans votre dernier livre. Comment C'était les synchronicités ont changé ma voilà, c'est vie. ça. Je suis le 1er janvier, je ne sais plus quelle année vous aviez dit, cher Cornélia, 2023. 2023, et je suis pleinement guéri, hein. Ouais, 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 c'est Tout ça. ça donc en lâchant prise sur le quand et le comment, hein. Voilà.
Voilà, c'est ça qui est très très important et qui peut amène à une autre notion du temps, quoi. Hein? Ah oui, Il n'y a pas que le ça, temps. ça vraiment, c'est important parce que nous, on nous apprend à l'école que le temps chronos. Hein. On est formaté que via chronos, donc le temps qui se déroule, euh, qui va du passé au présent, au futur. Ben ça, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, après, quand les physiciens vous disent le temps n'existe pas, c'est un abus de langage parce que le temps chronos, il existe bel et bien. Mais simplement, il fait partie de la matière. Donc, quand on est dans la matière, on est dans chronos. Et ce temps-là, il s'écoule, qu'on le veuille ou pas, il s'écoule et il est irréversible. C'est-à-dire, si vous avez versé du lait dans votre café, de toute Et façon, vous ne ça ne pouvez revient pas pas en revenir au arrière, truc hein. d'avant. Hein. Pas dans la tasse. Voilà. Contre, avec la rétrocausalité, on va revenir en arrière via Kairos. Donc là, il faut bien comprendre, je vais peut-être juste faire cette petite parenthèse. Quand on va du passé, présent, futur, on est dans la causalité, c'est-à-dire que les causes, elles sont dans le passé et le présent, les conséquences sont dans le futur. Ça, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on voit, ce dans quoi on est tout le temps dans le chronos. Alors que la rétrocausalité, c'est justement le contraire. C'est que les causes, elles sont dans le futur et les conséquences sont dans le présent. Alors ça nous rend fou, quoi, si on Mais c'est le réfléchit comme ça. futur qui organise le Et présent. voilà. Et en fait, c'est effectivement pas possible dans Chronos. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par un autre temps, qui est le temps Kairos, où tout existe en même temps, qui est donc non matériel. Hein. C'est très important. La matérialité est toujours Chronos. Et dès qu'on passe dans Kairos, eh bien, c'est donc là, le passé, le présent, le futur coexistent. Et puis, quand on prend un peu l'habitude de fonctionner avec Kairos, souvent, moi, j'ai les réponses avant les questions. Après, je dis, ah ouais, mais en fait, tout était déjà là. Et puis, mon cerveau, il a capté plutôt la réponse que la question. Enfin, tout est là dans Kairos. Donc, il faut s'habituer un peu à ce système-là. Et pour conclure, il faut juste savoir qu'il y a encore un troisième temps, qui est le temps cyclique, qui est Ion, où tout se refait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, surtout tout ce qu'on n'a pas résolu ça se reproduit. Donc, il y a besoin aussi de savoir. Donc, il y a toujours 3 temps. Et puis il y a aussi l'idée qu'il y a plusieurs futurs. Ah, mais bien sûr, mais il y a des milliers de futurs. Des milliers de futurs. Potentiels. Les futurs. Potentiel, potentiel, voilà. Quand vous êtes à votre endroit ici, sur tel sujet, vous avez 10 sujets futurs potentiels. Sur tel sujet, vous en avez 30. Enfin, on n'en sait rien. Donc, on a devant soi des futurs potentiels, mais ils existent déjà. C'est bien ce qu'explique Philippe Guimond. Simplement, nous, on va en sélectionner chaque fois un qui fait que ça va donner d'autres futurs potentiels. On en sélectionne un, mais en fait, les futurs potentiels, ils sont tous là, c'est infini. Et c'est ça, donc c'est ce qu'écrit Wayne Dyer, justement. Il faut Ouais, décider par notre intention quel futur on souhaite rejoindre. voilà, c'est ça. Voilà, effectivement, on n'a jamais appris à penser de cette manière, hein. Non, Et elle est éminemment puissante. Donc, ça peut rendre un très très grand service en matière de guérison, en fin de compte, enfin ouais, d'espoir thérapeutique, hein, ouais. parce que ça permet de comprendre Alors, que rien n'est oui, fini quelque part. voilà. En fait, ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut pas tout guérir. Je le dis parce que après, pas qu'on me dise, ouais, elle nous a Ouais. vendu la guérison. Hein. Ça dépend tout de à quel stade de la maladie on est. Ça dépend tout des multiples causes qu'il va falloir aller démonter. Est-ce qu'on va trouver les causes? Est-ce qu'on va trouver les thérapeutes qui vont nous aider? Parce que quand on est dans des maladies multifactorielles, surtout si c'est sur des histoires abusives, on a vraiment besoin d'être accompagné. On ne peut pas se sortir soi-même, parce que c'est comme si vous êtes dans sable mouvant. Plus vous bougez, plus vous enfoncez. Il y a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui est sur une partie stable, qui vous tend une perche et qui vous sort de là. Donc, tout ça, oui, ça me permet peut-être de vous dire que c'est ça l'objectif de mon livre. Vu que les médecins n'ont pas compris, pas encore en tout cas, et que
ils ne font donc jamais la relation entre les causes, la plupart du temps abusives, et la maladie qui se déclare des fois des dizaines d'années après. La seule personne, finalement, qui peut faire le lien, c'est le patient. Donc, c'est ça l'objectif de mon livre, en disant, la médecine va pas pouvoir faire le lien, donc vous, le patient, maintenant que vous lisez ce bouquin, vous allez vous dire, ah, mais je comprends maintenant parce qu'il y a eu ça, puis ah ouais, etc. Et de pouvoir, comme on l'a dit, continuer le traitement, mais aller voir, consulter des gens qui vont vous aider à travailler sur les causes abusives, parce que notamment avec une approche psychocorporelle, puisque on est dans la manifestation du corps. Donc, il y a besoin d'avoir des gens, mais le premier, finalement, médecin dans toute cette histoire, ça va être le patient, qui va enfin pouvoir mettre des mots sur des mots. Qu'il apprenne à s'écouter lui aussi. Oui, mais même surtout à comprendre. Là, j'aimerais juste redire ce qui a changé profondément ma vie professionnelle. C'est le travail du chirurgien colorectal Ghislain Devreude, à qui je dédie mon bouquin d'ailleurs. Il a changé ma façon de voir la médecine. Parce que lui, c'était un chirurgien québécois qui était professeur de médecine. Donc, il avait déjà pas mal d'enseignements, il avait des consultations, il avait des opérations. Mais en fait, quand il avait des gens qui arrivaient avec des maladies graves de l'intestin, ou en général, il faut couper des bouts, quand même, il posait des questions. Et il se disait, mais ce patient, il a fait une rectocolite ulcéro-hémorragique. Pourquoi il a fait une maladie Crohn? Pourquoi il fait un cancer? Enfin, des machins comme ça. Et il posait des questions. Il a levé un lièvre, comme on dit. Il a réalisé que la majorité de ces gens avaient vécu des abus sexuels. Et que donc, ça se manifeste vraiment sur la zone du petit bassin et que en fait personne n'avait jamais rien compris à ça. Donc après il a écrit un livre, ce que les maux de ventre racontent de notre passé, que j'ai lu et moi j'ai tout. Et là, tous les symptômes qui se déplaçaient tout le temps chez mes patients et tout ça, mais j'ai dit mais c'est fou. Et à l'époque, c'était dans les années 2000, personne parlait jamais des abus. Moi j'étais à hurler dans le désert. Heureusement, maintenant on en parle, mais à l'époque, personne n'en parlait, mais les gens tombaient d'autant plus malades. Dans tous Donc, les c'est cas, important de faire le bien sûr. lien entre les deux. Ah Alors, il oui, faut se faire traiter son côlon ou, oui. voilà, ou son rectum, mais après, il faut aller traiter les causes abusives. Et il faut libérer la mémoire du corps. Voilà, exactement. Donc, bah, écoutez, on a un instrument déjà, hein, un petit peu sur le chemin, parce que c'est pas toujours d'une grande simplicité de libérer la mémoire du corps, hein. Mais donc, on a le livre de Cornelia, donc, hein. Un grand merci, Cornelia. Ah ouais. Alors, je vais peut-être juste dire quelque chose. Donc, moi, je pratique de la thérapie émotionnelle. D'accord? Euh, on va entrer dans le disque dur du patient via la visualisation, ça le met dans un état un petit peu hypnotique, hein. Et là, on va aller laisser remonter toutes les problématiques inconscientes pour pouvoir les exprimer avec une approche psychocorporelle. Et là, c'est hyper efficace parce que c'est de la déprogrammation, reprogrammation, comme on fait en informatique. Je veux dire, si on a enlevé un fichier de l'ordinateur, il n'y a plus, quoi. C'est Voilà. juste. Mais après, comme il y a souvent 15 problèmes, donc il va falloir enlever les couches d'oignons. Mais je voulais juste dire que c'est possible, mais il faut de la détermination. Il y a des fois, on est découragé parce que chaque fois qu'on croit qu'on l'a compris, ben, il y a encore un autre truc, mais c'est les couches d'oignons. C'est vraiment important. Et puis la deuxième chose que je voulais juste rajouter, si vous êtes d'accord, Christian, c'est que par rapport pour compléter le livre, j'ai créé un atelier euh, pour aider les gens qui lisent ce livre à savoir comment ils peuvent faire euh, se- euh, se- pour se soigner ou pour trouver les gens ou trouver les causes. Enfin, il y a vraiment un atelier qui est complémentaire au livre parce que j'ai pas pu tout écrire dans le livre et que dans l'atelier, il y a chaque fois des PDF de théorie
où il y a encore des informations qu'il n'y a pas dans le bouquin, et il y a surtout des PDF de pratique pour aller trouver les causes, pour accompagner la personne dans la recherche des causes profondes. Le, Voilà. le livre est déjà très épais, hein. Un grand merci, Cornelia. Avec plaisir, Christian.